toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller, où ce soir nous accueillons avec joie Daniel Saldana Paris. Bonsoir Daniel, comment allez-vous? Vous êtes à Mexico, je crois, hein? C'est ça? Oui, à Mexico. Ici, il Donc est bonjour. midi encore, donc bonjour, oui, mais bonsoir, bonsoir à vous. Et bonsoir à Aurélie Janssen qu'on retrouve, elle qui est à Limoges, de la Ah, librairie Page et Plume. Donc on vous bon- reçoit ce soir. Pardon, bonsoir Aurélie, excuse-moi. bonsoir. Moi, il est bien 19h. Il n'y a pas de décalage. Non, on n'a pas de décalage. Donc, on vous reçoit ce soir, Daniel, pour votre livre Plier bagages qui est sorti aux éditions Métellier. Avant de vous laisser discuter avec Aurélie, je vais rappeler à nos amis auditeurs qui peuvent poser des questions à Daniel par mon intermédiaire et je reviendrai vous les poser. N'hésitez pas, Daniel, à intervenir si vous trouvez qu'on parle trop vite, parce que vous parlez très bien le français, mais n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle rencontre. Merci. Merci. Alors, Daniel, on vous reçoit ce soir pour votre second roman, donc publié aux éditions Métellier. Le précédent s'appelait Parmi d'étranges victimes. Il avait été publié en 2019, donc chez Métellier, qui avait été traduit par Anne Proenza. Et là, ce second roman s'intitule Plier bagages. On reviendra un peu sur la traduction du titre un peu plus tard. Et il est cette fois traduit par François Gaudry. Alors, vous êtes un jeune auteur, puisque vous êtes né en 1984. Et le monde du livre ne vous est pas inconnu, puisqu'en plus d'être romancier, vous êtes aussi essayiste, poète, et vous êtes éditeur, pardon. Alors, le roman s'ouvre sur une journée bien précise dans la vie d'un narrateur de 10 ans à l'époque, un mardi midi, fin juillet 94. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire ce qu'il s'est passé exactement ce jour-là? Oui, bien sûr. Bon, il s'agit de l'année 94, comme vous l'avez déjà dit. Ce jour-là, Teresa, qui est la mère du personnage principal, quitte son domicile. Elle va rejoindre la révolte zapatiste au Chiapas. Et si vous le savez, ici au Mexique, en 1994, la révolte zapatista, c'était une chose de très importante pour la vie politique, la vie sociale mexicaine. Donc, au début, le narrateur ne sait pas, il est un garçon de 10 ans qui ne comprend pas ce qui se passe. Mais après quelques jours, après que la mère est partie, il comprend qu'il y a quelque chose de bizarre, d'anormal avec sa famille. Donc, alors, il décide de faire une enquête, on pourrait dire, une enquête de type comme des détectives, peut-être, pour apprendre où est-ce que sa mère est partie. Ils ne le savent pas. Et parmi les pistes qu'ils trouvent, il y a une lettre que sa mère a laissée pour son père. Donc, il essaye de la trouver, de la prendre en secret pour la lire. Ça, Et c'est le début, oui, justement, du livre. le début du livre. Qu'est-ce qu'on peut raconter aussi sur ce petit garçon de 10 ans, en fait? Parce qu'il a quand même quelques petites particularités. Alors, c'est un enfant de 10 ans qui est plein d'imagination, une imagination très débordante. Qu'est-ce qu'on peut raconter de lui au début de l'histoire? Quel est son univers un petit peu? Bon, il est un garçon plutôt introspectif et solitaire, et avec une imagination incontrôlable. Donc, il fait des origamis aussi. C'est un truc qu'il est toujours en essayant. Il fait des petites figures avec des origamis. Et il lit beaucoup. Il lit des livres de la série. Le livre, je pense qu'en France, c'était le livre dont vous êtes le héros. Oui, tout à fait. Le livre dont vous êtes le héros. Et Ouais, la c'est ça. traduction qui est donnée par le traducteur dans votre livre, c'est Choisis ta propre aventure. Oui, c'est ça, parce que ici, bon, en espagnol, c'était Elige tu propia aventura, choisis ta propre D'accord. aventure. Mais aussi parce que le personnage, il trouve cette phrase comme une espèce de guide. Il veut vivre une aventure et choisit un peu le recueil, la, la, la,
le chemin qu'il va traverser. Donc, oui, cette aventure qui arrive comme ça dans la vie de ce petit garçon de manière complètement inattendue. En ouais. fait, il vit ça effectivement comme une enquête à mener. Et du coup, il y a le côté guide et aussi le côté jeu à travers ce livre. Il y a quelque chose en fait qui reste dans cet univers du jeu aussi. Oui, c'est ça. Et c'est lui, le garçon, c'est aussi le narrateur. C'est lui qui raconte l'histoire. Mais il la raconte une vingtaine d'années plus tard. Donc, il y a toujours une espèce de mouvement entre le narrateur et garçon et le narrateur adulte. Mhm. Et donc, tout ce qu'on sait sur le personnage dépend aussi de sa mémoire à lui quand il est grandi. Dans cette famille, alors elle est constituée de la mère donc, qui est partie au début du roman. Il y a ce narrateur de 10 ans au début du roman aussi. Il y a deux autres personnages qui constituent cette famille. Le narrateur, il a une grande sœur qui s'appelle Mariana. Et il y a le père aussi. Qu'est-ce que vous pouvez aussi nous raconter sur ces deux autres personnages? Bon, Mariana, elle est une adolescente des années 90, donc elle entend de la musique grunge, non? Nirvana et tout ça. Et elle fait des petites fêtes en secret avec ses amis, et elle commence à boire de la bière, à fumer, et tout ça. Et surtout, elle ignore son petit frère. Qui lui semble un peu ennuyant parce qu'il est petit, donc elle essaye à ne pas parler avec lui. Et de l'autre côté, on a le père qui est un personnage plus sombre, presque trop normal en apparence. Et il est très détaché de ses enfants. Il travaille beaucoup, il travaille à la banque. Et il laisse le narrateur, le garçon et Mariana tous seuls pendant de longues journées parce qu'il n'est pas là et la mère est partie, donc ils sont seuls les deux. Et le père, tout au long du roman, il reste une espèce d'interrogation. On ne connaît pas ses motivations vraiment, on ne connaît pas ses vœux. Donc il est une espèce de, oui, on ne sait pas ce qui se passe avec lui. C'est une tâche là. Et d'ailleurs, le couple que formaient ces deux parents, au moment où le roman commence, la mère s'en va, mais on se rend compte à travers les souvenirs de ce petit garçon et à travers ce qu'il va découvrir aussi au fur et à mesure, que c'était pas un couple très uni, qu'il y avait beaucoup de disputes. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ils se sont rencontrés et justement sur quoi portaient ces disputes précisément? Bon, il y a beaucoup de différences entre eux. Les parents du garçon se sont rencontrés à l'université à la fin des années 70 ou début des années 80. Elle était déjà une femme engagée, disons, engagée au plusieurs mouvements politiques, par exemple l'appui aux révolutions socialistes de l'Amérique centrale, non? Nicaragua, El Salvador, etc. Et lui, il tombe amoureux d'elle malgré les différences idéologiques. Au début, ça ne semble pas être trop important pour eux. Et elle, Teresa, la mère, elle tombe enceinte très vite, d'abord avec Mariana et plus tard vient le garçon. Donc sa vie à elle change trop vitement et tout à coup, elle se voit enfermée dans une maison de la périphérie de Mexico, attrapée dans la fantaisie à lui, parce que c'est la vie que le mari a planifiée pour eux. Donc, c'est-à-dire c'est une vie de mère et ménagère Oui. qui lui semble peu stimulante, on peut dire. Et alors, en 1994, et avec la révolte zapatiste, et ses enfants ont déjà grandi, donc Teresa récupère un peu son élan.
Teresa commence à débattre avec le mari sur des questions politiques. Il faut tenir en compte que cette année a été très importante pour la politique mexicaine. Il y a la signature de l'accord de libre-échange nord-américain, la mort d'un candidat présidentiel, etc. Donc, il y a plusieurs raisons pour se débattre au sujet de la politique mexicaine. Et ça marque une fracture à l'intérieur du mariage. Du couple. Oui. Le petit garçon, il va découvrir justement un peu pourquoi sa mère est partie par des petits indices qu'il va réussir à récupérer à droite à gauche. Il entend parler effectivement du Chiapas, il entend parler voilà, de cette mère qui serait partie, mais on ne sait pas pour combien de temps. Pour que nous, on comprenne bien en France, pour ceux qui ne sont pas justement familiers avec l'histoire mexicaine, même si on en a déjà parlé, qu'est-ce que ça représentait à l'époque, justement, ce mouvement qu'est-ce que ça a représenté pour cette femme aussi de partir au Chiapas pour aller faire cette révolution, en fait? Bon, l'armée zapatiste a été très importante pour la gauche mexicaine à l'époque. Et surtout, bon, à cause de la figure du subcommandant Marcos, qui était le leader le plus visible du mouvement, mais aussi à cause d'une certaine façon de se communiquer. L'armée zapatiste faisait des communiqués publics très souvent avec des histoires et avec une certaine façon de s'exprimer avec des métaphores. Et ça a été très, très attirant pour beaucoup des intellectuels mexicains à l'époque. Donc, ça a changé beaucoup et c'était une division très marquée parmi les gens ici à Mexico aussi, dans la ville. Et tout le monde avait une opinion sur le mouvement zapatiste à l'époque. Ouais, tout le monde, même les enfants finalement, parce que on a l'impression que on essaye d'éloigner comme ça un peu les enfants de ce monde d'adulte, de la politique, de la violence aussi que peut représenter tout ce mouvement politique. Et dans le roman, il y a une phrase, enfin, j'ai relevé pas mal de phrases, mais il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée qui disait le monde des adultes était plus brutal et terrible que ce que j'avais imaginé. Et on se rend compte que même jusque dans la cour de récréation, par exemple, les enfants reproduisent les débats qu'ils entendent à la maison, en fait. Oui, c'est ça. Bon, moi, j'ai presque le même âge que le narrateur et je me souviens très bien de cette année parce qu'à l'école, j'ai entendu parler d'une guerre qui s'est déroulée au Chiapas et les enfants disaient que cette guerre allait arriver chez nous. Moi, j'habitais à Cuernavaca, qui est une petite ville près de Mexico. Et les enfants à l'école, on disait que la guerre allait arriver bientôt. Donc, c'était effrayant pour un garçon. Et dans le roman, je voulais raconter le tourbillon social mexicain, mais du point de vue d'un enfant. Donc, quand on est petit, on déforme l'information reçue, non? On mélange l'information avec de l'imaginaire, de l'imagination. Et je trouve qu'il existe toute une tradition littéraire là, avec des livres comme, je sais pas, Le Tambour de Günter Grass ou la trilogie de Jumeaux de Agatha Christophe en français, ou même le premier tome de l'autobiographie de Coetzee, par exemple, du Sud-Africain. Et c'est une tradition très vive où on observe la réalité du point de vue, la réalité sociale du point de vue d'un enfant. Donc, je voulais faire mon roman et de l'inscrire sur cette tradition.
Oui, c'est vrai qu'on a un ancrage historique qui est bien précis, avec un lieu, une époque, mais au final, le fait comme ça que des enfants reproduisent un peu le conflit des parents et soient un peu effrayés par ces choses qui arrivent sans vraiment les comprendre, ça donne un peu une portée un peu plus universelle en fait. C'est vrai qu'on peut le transposer à différents conflits, à différentes époques. Oui, oui, c'est vrai, parce que bon, la perception de la violence est plus universelle qu'un certain conflit. Et je crois que surtout, sauf certains pays, l'Europe et le monde développé, on trouve des enfants brisés par la violence presque partout et c'est très, très normal. Mais même aujourd'hui au Mexique, la militarisation est beaucoup plus forte qu'à l'époque. Donc, ce sont des expériences courantes, malheureusement, et même aujourd'hui. Et je crois que oui, c'est une expérience plus générale, l'expérience de commencer à comprendre la réalité politique et la violence quand on est petit. On entend les nouvelles et on comprend quelque chose, mais pas tout. Donc, Et justement, ce narrateur, alors on a cette mère qui part comme ça, sans beaucoup d'explications. On a cette famille alors qui est éclatée, c'est-à-dire que le père, il est presque aussi absent que la mère finalement. La sœur s'occupe pas vraiment de lui non plus. On l'a un peu évoqué au départ. L'enfant, il va trouver des refuges euh, pour essayer en tout cas de comprendre ce qui lui arrive. Alors, on a parlé effectivement un petit peu des livres dont vous êtes le héros, enfin Choisis ta propre aventure, qui vont l'aider à le guider. Et puis, il y a l'origami. Alors, l'origami, effectivement, il est présent sur la couverture du livre. En français, le titre a été traduit par plier bagage, qui est effectivement le fait de partir, et il y a le côté plié, effectivement, de l'origami. En espagnol, le titre, c'est El Nervio Principal, c'est ça? oui, c'est ça, c'est un peu différent. Mais... Donc, alors, il y a un angle différent, mais il y a toujours au cœur du titre, justement, cette nécessité, en tout cas, du pliage ou d'une symétrie, peut-être. Qu'est-ce que ça représente pour lui, pour cet enfant, l'origami? Bon, pour le personnage, mais aussi pour moi, pardon, l'origami représente une sorte d'enquête, une quête pour donner une structure, un ordre à l'univers. Donc, il est aussi une métaphore pour parler de la littérature, parce que ce sont des choses qu'on fait avec le papier. Donc, on fait des marques sur le papier qu'on en écrit, mais aussi qu'on en fait de l'origami. Et on essaye de donner une structure au monde, à l'univers. C'est-à-dire, c'est une manière d'interpréter le réel, de le faire plus accessible, non? De trouver le centre, de trouver la nervature centrale de la feuille. C'est un truc qu'il fait dans le roman. Et le narrateur commence avec l'origami, mais quand il est plus grand, une vingtaine d'années plus tard, il écrit ce récit qu'on lit. Il est enfermé dans sa chambre et il est en train d'écrire ses souvenirs sur un cahier. Donc, il fait toujours des choses avec les papiers. Il commence par l'origami et il finit par la littérature, mais c'est un peu la même chose. Il y a même une scène, je crois, où il écrit des mots sur un papier. Et il y a un côté un peu magique, peut-être, un peu comme une formule magique qu'on écrirait, comme un souhait ou quelque chose comme ça, et qui fonctionne pas. Mais il y a ce côté, en fait, magique, effectivement, de l'écriture et de la littérature, qui est assez propre à la littérature, peut-être, alors mexicaine ou en tout cas d'Amérique.
centrale ou du sud. Est-ce que c'était aussi un hommage que vous vouliez rendre à travers cette image? Oui, j'aime toujours avoir un côté un peu magique parce que j'ai grandi en lisant des romans oui, du réalisme magique, on dit. Et- mais je voulais aussi écrire un roman où tous ces efforts pour donner du sens, à la fin, ne fonctionnent pas. Donc, il a l'illusion de faire, de donner la structure au monde, mais à la fin, c'est un échec après l'autre. Et dans les inventions, en tout cas, qu'il a pour essayer de meubler ces journées qui sont, parce qu'on est durant l'été, donc il n'y a pas école, il va devoir essayer de trouver à s'occuper, mais son père est au travail, sa sœur est occupée avec ses amis. Donc, il va imaginer des choses. Alors, il y a une invention que j'ai trouvée très intéressante qui s'appelle la capsule à luminosité zéro. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Bon, ça me fait un peu honte parce que c'est un détail autobiographique à moi. Donc, Ah, d'accord, c'est pardon. quelque chose que j'ai pris de ma propre vie. Mais moi, j'étais aussi un enfant un peu solitaire et imaginatif. Et j'avais l'habitude de me cacher dans l'obscurité de l'armoire pour réfléchir sur mes trucs, pour me cacher un Après, peu de la réalité, je crois. on a tous Donc, fait des cabanes pour se protéger aussi, pour se exactement, réfugier. oui. Mais là, c'est le noir complet. Oui, là, c'est absolument obscur et le narrateur, il s'enferme dans l'armoire et il invente cette espèce de boule fantastique ou spatiale qu'il appelle la capsule à luminosité zéro. Donc, c'est aussi un hommage au livre que j'ai lu quand j'étais petit, le livre de science-fiction, mais le livre des aventures aussi. Il y a beaucoup de hommages cachés partout, tout au long du livre. On le sent aussi avec, il y a l'imagination qui est très importante dans la vie de ce petit garçon et le côté presque métaphysique de toutes ces interrogations, c'est quelque chose qui est assez propre à la science-fiction aussi. Oui, c'est vrai. L'imagination et le côté un peu philosophique, se questionner sur pourquoi on est là et quel est le sens de tout ça. C'est un peu... Exactement. Et moi, j'aimais la science-fiction quand j'étais petit. Je lisais beaucoup de Ray Bradbury, tout ça. Donc, je crois Mhm. que ça est là. Il est un peu caché dans le livre, mais c'est un côté qu'on peut trouver là aussi. Et d'habitude, quand on raconte un peu son enfance, il y a un côté nostalgique assez lumineux. Là, on se rend compte que les mécanismes qu'il met en place pour essayer de comprendre ce réel qui lui échappe, alors on en a parlé un peu, on ne va pas dévoiler, mais il y a un constat d'échec. Est-ce que pour autant, votre livre est sombre ou est-ce que vous avez quand même voulu lui apporter une lumière? Bon, je ne voulais pas écrire un récit d'apprentissage classique où le personnage trouve une réponse à la fin et, et il comprendre comment se dérouler dans la vie. Donc, c'est un récit plus sombre, Mhm. mais il y a aussi un côté humoristique, je Ouais. crois. Le Et ton, le ton est plus le ton léger. est plus léger. Et aussi un côté, comment on peut dire, un côté plus tendre, avec de la tendresse, non? Il se ressemble, il se rappelle de soi-même avec tendresse. Donc, il n'y a pas un jugement négatif sur sa propre enfance. Même s'il y a une histoire très sombre à la fin, cachée là,
à l'intérieur de son enfance. Son souvenir n'est pas toujours sombre. Parfois, il y a une tendresse. Et il y a d'ailleurs deux personnages complètement inattendus qui vont l'aider dans sa quête. Alors, un personnage qui s'appelle le rat et une dame aussi qui va l'accompagner lors d'un trajet en bus. Euh, c'est intéressant parce que ce sont des personnages qui, par exemple, pour le rat, on ne pense pas que ce sera de lui que viendra cette aide. C'est aussi une manière de regarder peut-être les gens différemment. Oui, c'est vrai. Il trouve des amis dans ce chemin. Et Laura, au début, c'est un personnage dur. Non? Il est un modèle de masculinité un peu traditionnel, mais c'est le révolté. Il y a le côté voyou aussi un peu. Exactement. Mais à la fin, Laura devient un ami à lui et il lui aide à partir pour chercher sa mère. Mhm. Donc, et puis la femme qu'il trouve sur l'autobus en allant au Chiapas, c'est une femme qui l'aide à trouver la mère aussi ou à rentrer chez lui. Mhm. Et c'est une image de tendresse aussi, parce Oui. que c'est une inconnue qui, avec aucune raison spécifique, est très, très proche de lui. Sur la forme du roman, donc on l'a dit, c'est un narrateur. Alors au moment où l'histoire commence, il a 10 ans, mais ça va nous être raconté par ce même narrateur beaucoup plus tard, quand il sera plus grand. Comment vous avez décidé justement de cette forme un peu du souvenir et pourquoi vous avez décidé de l'écrire à la première personne en fait? Et bon, au début, quand j'ai commencé à écrire le roman, j'ai eu l'idée d'écrire un roman sur l'enfance. Et j'ai pensé à ma propre enfance, aux années 90. Et au début, j'ai essayé de le faire du point de vue de l'enfant. Mais c'était trop contraignant au niveau du langage parce qu'il faut construire une voix infantile Mhm. et vraisemblable sans Oui, utiliser des mots trop compliqués. c'est pas évident, ça peut souvent tomber à côté, oui. Oui, donc j'ai décidé d'utiliser cette voix qui transite de l'enfant à l'adulte parce que comme ça, je pouvais utiliser un langage plus compliqué, plus mûr, Mhm. et avec un lexique plus divers. Et le résultat, c'est qu'il est un roman sur la mémoire aussi. C'est un roman sur l'enfance, mais comme on a cette transition de l'enfant à l'adulte, c'est toujours un roman sur la mémoire, sur les souvenirs et sur la possibilité que ces souvenirs ne sont pas vrais toujours. Et au niveau du travail de recherche que ça a nécessité pour le livre, vous êtes parti de certains souvenirs personnels, mais après, pour tout ce qui va être le fond historique, est-ce que c'est quelque chose que des connaissances, puisque c'est votre pays que vous possédiez, même si vous étiez jeune en 94, ou est-ce que vous avez dû faire des recherches supplémentaires pour mieux comprendre le fond historique justement de ce livre? Les deux. J'ai pris plusieurs souvenirs personnels de ma propre expérience, mais j'ai fait aussi des recherches, surtout pour les contextes, les événements historiques et politiques, et pour avoir très clair la séquence des événements. Donc oui, un peu les deux. Et aussi, j'ai fait des questions, j'ai posé des questions à mes parents, à les personnes qui sont autour de moi pour noter comment ils se souviennent de cette époque. Par rapport à votre précédent roman,
enfin, qui était sorti en France. On sent qu'il y a un changement de ton, puisque celui-ci est un peu plus sombre, mais vous gardez toujours en fait l'envie de, comment dire, d'avoir quelque chose un peu d'humoristique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de garder à chaque fois et quelque chose qui fait, qui allège un peu justement de ces histoires trop difficiles? Et bon, je crois que pour moi, c'est inévitable parce que moi, j'ai une façon de m'exprimer humoristique constamment. Donc, je crois que oui, l'ironie est toujours là, une sorte de tendresse humoristique qui peut devenir plus ironique ou plus forte et après plus douce. Donc, je crois que ça, c'est ma façon de me relier avec le réel. Donc, je crois que l'humour, c'est aussi une stratégie de, je sais pas, de se rapprocher aux gens, au monde. Donc, oui, Et peut-être c'est un peu ma voix. de se défendre aussi face à un monde qui parfois nous échappe ou qui est un peu violent peut-être. Oui, ça aussi, définitivement, oui. Et avec ce roman, on entre un peu plus justement dans l'histoire du Mexique. Est-ce que vous auriez envie de faire un roman qui serait vraiment un roman historique sur l'histoire du Mexique, ou est-ce que vous voulez vraiment, vraiment rester dans le domaine de la fiction et partir sur des histoires imaginées en fait? Je ne suis pas sûr si je suis capable de faire un roman historique de la manière classique parce que dans mon premier roman, j'ai essayé de... Il y a quelques trucs historiques aussi. Il y a un personnage euh, basé sur un personnage réel. Et, en fait, un poète français qui est venu au Mexique au début du XXe siècle. Mais je trouve toujours que j'ai besoin d'inventer aussi, de mêler le réel avec l'imagination. Donc, je préfère de me situer là un peu entre les deux, d'avoir quelques éléments historiques et plus éléments fictionnels aussi de la fiction. Et du coup, les idées de roman, elles vous viennent comment? Est-ce que ça part de souvenirs personnels ou est-ce que c'est des lectures qui vous donnent envie de creuser certains sujets ou de comment ça vient justement, tous ces sujets-là? Bon, j'écris toujours sur mon journal. J'ai toujours mon journal avec moi, mon petit cahier. Et là, je prends des petites notes tout le temps. Et j'écris un peu, même si c'est une page ou quelques lignes chaque jour. Mais ça m'aide à trouver des idées, à penser à des personnages. Peut-être je vois quelqu'un dans la rue et je prends une petite note sur ce personnage. Je commence à lui inventer une histoire à lui. Donc, c'est une habitude aussi. Je suis toujours en train d'inventer un univers, un monde imaginaire. Et vous voyagez aussi régulièrement. Est-ce qu'on peut imaginer un roman qui se passerait complètement ailleurs qu'au Mexique? Oui, oui, j'aimerais écrire quelque chose. Si tu es, bon, j'ai vécu quelques années à Montréal, au Québec. Et en fait, je viens de publier un livre, un recueil d'essais en Espagne, où j'ai mis un essai sur Montréal, sur Madrid aussi, parce que j'ai vécu à Madrid aussi pendant quelques années. Donc oui, pour moi, le voyage, c'est toujours un déclencheur des histoires et des pensées. Et là, du coup, nous, on a deux romans qui sont traduits en français. Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'il y en a un qui reste à traduire ou est-ce qu'il y en a un qui reste encore à écrire?
Et bon, je viens de finir un autre roman, mais qui n'est pas été publié en espagnol encore. J'espère que ça aura bonne chance aussi. Et il sera publié aussi en France. On verra, mais j'espère. Peut-être toujours aux éditions Métayer qui font Oui, un très c'est très une bon maison. travail. Oui. Oui, ils font un très, très bon travail. L'édition, c'est super. Et la traduction aussi. J'ai déjà travaillé avec deux traducteurs différents, mais les deux sont très, très, très professionnels. Donc, je suis très heureux avec eux. On l'entend d'ailleurs, bon, merci beaucoup, vous parlez bien français. Je vous remercie parce que du coup, moi, je ne parle pas du tout espagnol. Est-ce que vous regardez aussi un peu la traduction quand elle est en train de se faire ou vous jetez un Oui, coup d'œil comme ça? oui, je jette un coup d'œil seulement pour voir comment ça sonne, pour le lire à voix haute pour moi-même. Et mon français n'est pas très bon, donc je ne peux pas faire des remarques ou des choses trop précises, mais j'aime bien lire la version française pour moi-même. Oui. Et justement, sur le titre, parce qu'on en a un petit peu parlé, vous aviez eu votre mot à dire sur la traduction du titre ou pas du tout? J'ai beaucoup aimé parce que avec ce roman, ça a été comme ça. Il était sorti aussi en anglais et en anglais, la traduction, c'était Ramifications. Oui. Donc, c'est un angle différent. Et puis, en italien, c'est la linea madre, c'est-à-dire la ligne mère ou quelque chose comme ça, qui c'est une expression italienne, je crois. Donc, c'est très différent toujours le titre dans chaque langage. Mais j'aime beaucoup ça parce que c'est une façon du traducteur d'apporter quelque chose. Non? À chaque fois, À on met chaque un fois. accent sur un aspect différent du livre, en fait. Oui, exactement. Ouais. Comme s'il y avait un nouveau livre à chaque fois avec la même histoire, finalement. Bon, je crois que la traduction, c'est toujours un nouveau livre, même si c'est le même livre, mais il y a un aspect créatif aussi. Et alors, le personnage ici, c'est un enfant. Vous pourriez envisager aussi d'écrire des livres pour la jeunesse, justement? Oui, j'aimerais le faire, mais je ne sais pas si je suis capable encore. Mais je trouve que c'est très difficile d'écrire pour les enfants parce que il faut trouver un ton, il faut trouver un langage amical pour eux. Donc, ce n'est pas facile. Mais j'écris aussi de la poésie et je pourrais essayer de faire quelque chose comme plutôt poétique pour des enfants. J'ai beaucoup envie d'essayer ça. Et est-ce que vous savez si vos livres ont eu des demandes pour être adaptés au cinéma ou à la télé? Est-ce que vous avez eu... Parce qu'il y a une écriture qui est aussi très visuelle, justement. Oui, c'est vrai, j'écris avec des images surtout. Et il y a eu quelques questions. Ils m'ont demandé sur les droits en fait, du premier roman qui n'est pas très facile d'adapter. Mhm. Mais je ne sais pas, peut-être plus tard, on Ça va va. venir. Ouais. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur l'histoire? Alors, j'ai essayé de pas trop dévoiler l'intrigue. On n'est pas allé trop loin dans le roman non plus parce que voilà, j'avais envie de garder un peu de mystère. Il fallait aussi titiller l'imagination de ceux qui nous regardent ce soir. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose par rapport à ça ou est-ce que... Peut-être seulement souligner qu'il y a aussi un aspect relié au genre. Donc, Mhm. les personnages masculins sont toujours plus passifs, non? Dans ce Oui, roman. Les personnages féminins sont qui font qui font l'action, qui tire de l'intrigue du roman. Donc, je voulais un peu bouleverser les rôles des genres traditionnels des romans latino-américains surtout, parce qu'il est plus fréquent de trouver des personnages masculins forts qui font la révolution. Et ici, je voulais bouleverser ce récit traditionnel. Non? Donc, et mais à part ça.
J'ai un passage qui parle justement un peu des hommes. Si vous permettez, je vais peut-être en lire quelques lignes. Oui, s'il vous plaît. Euh, en revanche, mon père est le rat, modèle de masculinité différent mais complémentaire, le pourvoyeur omniscient, le rebelle irréductible, resté sur la rive des événements, à regarder des matchs de football. Alors nous, en Europe, en ce moment, ça nous parle puisque l'euro vient de commencer, Ça ou à fait- se faire des tatouages temporaires comme des énergumènes obsédés par leur petite personne. Ce que présageait cette tendance pour ma propre vie m'effrayait. Le monde était un lieu surpeuplé d'hommes lâches qui tachaient de bière leurs chemises propres et de femmes qui les supportaient un certain temps. À cet instant, j'ai pensé que si je voulais faire quelque chose d'important dans ma vie sur Terre, je devais au moins symboliquement me changer en cette femme que le destin ou la génétique m'avait empêché d'être au moment de ma conception. Alors, est-ce que tous les hommes regardent le foot et tachent leur chemise de bière ou est-ce qu'on a encore des garçons qui vont pouvoir sauver ça? Bon, presque tous. Pas Pas tous, tous. mais presque tous. Non, mais c'est aussi c'est une image très, très commune, très... Oui. Et c'est vrai que les Tous les... personnages masculins dans le roman, oui, sont pas très, très honorables. Mais bon, après, on sent qu'il y a quand même quelque chose de touchant chez eux et que tout n'est pas perdu. Ouais, c'est vrai. Il y a vers la fin du roman, c'est plus, il y a la porte ouverte à une sorte de changement. Merci beaucoup. Je pense qu'on a eu quelques questions lors de la rencontre. Est-ce que, Nathalie, tu veux reprendre la main Ouais, je comprends, mais pour tu les restes là si poser? tu veux interagir sur les Oui, questions. je reste Là, présente. Daniel, vous parlez parfaitement le français, je vous rassure, hein. Merci, Nous, je merci, pense- merci. nous, on ne parle pas si bien Merci. l'espagnol que vous parlez comme vous parlez le français, je pense. Alors, C'est très euh, gentil. il y a un message de Denis. Alors, il y a un message et il a des questions. Denis, il est heureux de vous rencontrer ce soir par notre intermédiaire. Il est vraiment ravi. Et il a cette première question. Le personnage enfant du roman peut-il avoir une filiation littéraire avec des romans comme ceux de l'auteur Fernanda Melchor? Et je pense que c'est plutôt Luis Jorge Boone et pas Jorge Luis Boone, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a une filiation littéraire? Oui, bien sûr, on fait partie de la même génération, Fernanda Melchor, et Luis Jorge Vous prononcez mieux Bon que moi. et moi. Et je crois qu'il y a un air de famille, peut-être, entre nos livres. Et moi, j'aime beaucoup la littérature de Fernanda. Elle est une écrivaine vraiment étonnante et superbe de la littérature mexicaine contemporaine. Donc, pour moi, c'est très, très bon d'entendre quelqu'un me relier à ce qu'elle fait. Donc, oui, oui, je crois qu'il y a un air de famille entre notre génération. Oui. Et sa deuxième question, c'est le regard de l'enfance est-il le lien d'une génération d'écrivains? Pardon, pourriez-vous répéter la Alors, question? je vais répéter. Est-ce que le regard de l'enfance est-il le lien d'une génération d'écrivains? Je ne sais pas si le garde des enfants, mais c'est vrai qu'on revient souvent sur les sujets de l'enfance. Et dans ma génération, c'est un sujet qu'on essaye, peut-être parce qu'on a l'âge où on commence à avoir des enfants aussi et on pense à comment on a vécu notre propre enfance. Donc oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs livres qui parlent de ça au présent au Mexique. Alors, Mathilde, elle, revient sur votre métier d'éditeur, puisqu'on en a parlé. Aurélie l'a mentionné au début. Vous éditez au Mexique, c'est ça? Vous éditez au Mexique? Oui, c'est ça. Bon, je suis éditeur d'une revue de poésie, donc je lis beaucoup de la poésie tout le temps. C'est le genre que je lis le plus, je crois. Et avant, j'ai édité aussi des livres pour
ici pour le ministère de la Culture mexicain. Donc, et je crois que j'ai une façon de travailler avec mes propres textes qui est semblable au travail des éditeurs, parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup de textes et après je commence à couper, je commence à réécrire quelques parties, quelques passages. Donc c'est une manière d'éditeur, de travailler comme un éditeur sur mon propre texte. Justement, elle demandait est-ce que le travail d'éditeur vous aidait à corriger votre propre livre, mais vous venez de donner la… Oui, beaucoup, mais c'est difficile de marquer de trouver la distance nécessaire parce que ce n'est pas facile de lire mon propre texte comme si j'étais quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est là où le travail de votre propre éditeur devient important, en fait. Oui, c'est là, exactement. Il faut avoir un autre égard pour regarder le texte avec un égard plus frais. Alors, il y a un message que je vais vous lire qui vient de Mireille. Alors, Mireille, c'est la responsable de la délégation générale du Québec à Paris. Elle trouve que c'est une belle découverte et elle va se procurer votre ouvrage. Donc, ce qui veut dire que vous avez bien travaillé tous les deux parce que vous avez donné envie d'aller acheter le livre. Donc, voilà, c'était le message au passage. Et je vais rebondir sur une question de Laurent. Il y a aujourd'hui, dans tous les domaines, une certaine uniformisation du monde. On achète les mêmes choses partout. Est-ce que pour vous, la littérature échappe à ça ? Une certaine littérature, oui. Je crois qu'il y a aussi une littérature très commerciale qui malheureusement tombe dans cette comment on dit? Uniformisation. Ça. Donc, je crois que quand on lit des bons livres, des livres personnels, on trouve surtout un travail sur le langage qui est différent du langage des médias, du langage des nouvelles. Et l'expression personnelle échappe à ce phénomène. Ouais. Et juste une question, c'est vrai qu'on on a parlé de quelques auteurs que vous évoquiez un peu comme source d'inspiration aussi. Et vous, justement, quels sont des auteurs précisément qui vous ont donné envie de passer à l'écriture aussi? Bon, surtout les poètes. Pour moi, je me souviens très bien la première fois que j'ai lu García Lorca, Federico García Lorca, qui était un écrivain très important pour moi quand j'étais petit. En fait, j'avais 10 ans ou 11 ans quand j'ai commencé à lire de la poésie. Et puis, après, j'ai commencé à lire beaucoup de la science-fiction. Ça m'a donné beaucoup des idées sur des questions philosophiques que je voulais y réfléchir. Puis, plus récemment, bon, je ne sais pas, je lis beaucoup, même mes contemporains, donc Valeria Luiselli, qui est une écrivaine mexicaine aussi, et Fernanda Melchor, qui a été déjà nommée, et plusieurs d'autres. Je lis beaucoup de la littérature française aussi, donc je viens d'écrire en fait une petite revue sur yoga de Manuel Carrère. D'accord. Et j'aime bien l'écriture autobiographique française a un poids en moi. Donc, j'aime beaucoup Annie Ernaux aussi, les journaux d'André Gide, par exemple. Mais des écrivains qui aussi sont parfois dans le souvenir et dans l'enfance, en fait. Oui, c'est vrai. Il y a toujours ce fil rouge de l'enfance. Exactement. D'ailleurs, il y a une petite question là. Comment fait-on pour écrire à hauteur d'enfant? Pour écrire quoi? Avec le regard d'un enfant, à hauteur, ce qu'on appelle à hauteur d'enfant. C'est très, très, très difficile parce que, bon, moi, j'ai une très mauvaise mémoire. Je ne me souviens pas de
presque rien. Donc, ça a été un exercice très intéressant. À l'époque, quand j'écrivais ce roman, j'habitais à Montréal. C'était l'hiver, c'était toujours l'hiver à Montréal. Et, toujours, c'était horrible. Moi, je viens de Cuernavaca, qui est une ville tropicale ici au Mexique. Ah oui. Donc, pour moi, l'hiver québécois, c'était vraiment fort, ouais, un choc. Et j'ai passé beaucoup d'heures en essayant de me souvenir de mon enfance. J'ai travaillé avec des photographies aussi. J'ai demandé à mon père de m'envoyer des photos quand j'étais petit pour évoquer l'enfance aussi. Donc, il y a des stratégies qu'on peut utiliser. Alors, vous avez dit que c'était tout le temps l'hiver à Montréal, mais est-ce que c'est Montréal qui vous a fait parler aussi bien le français? C'est là que je l'ai appris, oui. Ah, vous voyez J'ai que c'est vécu là pendant atroce à Montréal. Il y a des bonnes choses à Montréal, on apprend le Oui, bien sûr, il y a de très bonnes choses. On ne va pas se fâcher avec les Québécois. Alors, non, pas du tout. Pas du tout. Seulement avec le climat qui est terrible. Alors, justement, Mireille de la délégation générale du Québec dit 2 saisons à Montréal, l'hiver et le mois de juillet. Donc voilà. Exactement, c'est ça. C'est les deux. Daniel, est-ce que vous pouvez nous donner un conseil lecture, un livre que vous avez envie de mettre en avant? Et oui, j'ai déjà parlé de Valeria Luiselli avant, donc je voudrais vous recommander de chercher son livre Archives des enfants perdus, qui est publié par Éditions de l'Olivier. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Valeria, elle est mexicaine, mais elle a écrit ce livre en anglais parce qu'elle habite aux États-Unis depuis 10 ans. Et en fait, j'ai fait avec elle la traduction vers l'espagnol. Et ça a été une expérience très, très intéressante pour moi. On voit le visuel du livre. Ah, c'est ça. Oui. Archives des enfants perdus. Encore une histoire d'enfance. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Il va falloir grandir, Daniel. Il va falloir écrire des livres à hauteur d'homme. On vous attend là-dessus. Ouais. En tout cas, je remettrai quand même la référence du livre de Valeria sous la vidéo. Moi, je voudrais juste dire qu'il faut lire Plier Bagage. Alors, c'est vrai est-ce que on peut entendre Daniel donner son titre original parce que vous allez le prononcer beaucoup mieux. Moi, je l'ai écorché. Hein. D'accord. Non, vous l'avez dit parfaitement bien. C'est El Nervio Principal. Tout de suite, ça prend une autre dimension. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc, en tout cas, allez acheter Plier Bagage qui est sorti aux éditions Métellier. Vous pouvez aller à Limoges. Alors, Limoges, Daniel, maintenant, on vous a expliqué où ça se trouvait. Donc, à la librairie Page et Plume, vous allez voir Aurélie. Elle vous fournira le livre de Daniel Saldana Paris, Plier. Avec grand plaisir. Vous le trouverez aussi sur toutes les tables de librairie. Daniel, je voulais vraiment vous remercier d'avoir été avec nous. Alors pour vous, c'est midi, nous, c'est ce soir. Voilà, la liaison est très, très bonne. On le voit de Mexico, Limoges, Caussade. C'est terrible. Merci. Le monde est tout petit avec les nouvelles technologies. Ouais. Merci beaucoup pour ce français parfait et d'avoir fait l'effort de parler. Oui, merci. Bon, non, merci à vous. Merci et à tous ceux qui se sont connectés. Voilà. Alors, avant de vous donner le mot de conclusion, Daniel, un grand merci à Aurélie parce que c'est toujours une superbe médiation que tu nous fournis. Demain, on fait une petite pause, vendredi aussi, mais par contre, on se donne rendez-vous samedi à 18h exceptionnellement. On va partir en Bretagne, Daniel, où on va retrouver 10 auteurs qui sont donc physiquement tous ensemble. On en a reçu certains dans nos rencontres pour le salon à l'air livre de Carnac. Donc, ça sera samedi à 18h. Donc, Daniel, je vous donne le mot de la fin. Bon, merci à tous et merci surtout Aurélie pour les questions, pour la lecture qui était très généreuse et très intelligente. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à me mettre à l'espagnol pour réussir à prononcer correctement le titre de vos livres. Non, et la prochaine fois, on le fait en espagnol. Voilà. Wow. Le défi.
Merci c'est le beaucoup. défi, exactement. Noté. En tout cas, une belle journée à vous, Daniel. Une bonne soirée, Aurélie. Et à nos Merci. amis lecteurs, une bonne soirée et rendez-vous samedi à 18 h. Au revoir et Au encore un revoir. Au Merci. revoir.